Bonjour tout le monde, bon matin. Salut, on est mardi, c'est Fanélie en direct de sa cuisine de Québec comme d'habitude. Bonjour tout le monde. Alors on continue notre série On se gâte pour la Saint-Valentin. On continue notre série pour souligner les gens de notre entourage que l'on affectionne, pas forcément les amoureux, les amoureuses, mais notre collègue de travail, le professeur d'école, notre grand-mère, c'est ça. On est dans ce mode-là. Et cette semaine, donc après avoir préparé une entrée, un tartare de saumon ananas basilic, vous vous rappelez, un cœur fondant bœuf mijoté parmentier et céleri rave. Puis la semaine dernière, on a été dans les gourmandises, on a fait des truffes ou des rochers chocolat noisette. Et également, on a fait des sablés avec une ganache et des sablés multi-usages. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On part dans la boulangerie. Donc en fait, on fait un coup contre triple, on va dire. D'abord, on va pouvoir voir comment gâter nos amis, notre entourage, mais également, on va pouvoir parler un peu boulangerie. Puis, on va pouvoir parler pain cocotte, qui est vraiment indiscutable, incontournable, quand on veut commencer à essayer de faire du pain très facilement. Mais tant qu'à y être, on rajoute la petite touche en plus. Alors, donc vous êtes tous connectés comme il faut. Je vois Sylvie, je vois Titi, je vois Véronique, tout le monde est là. Allez, on attaque directement. Vous savez que vous retrouvez l'intégralité de la recette sur fanélie.com une fois ce live terminé, avec tous les ingrédients et tout ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va préparer? On va préparer un pain cocotte, mais un pain cocotte que j'ai décidé d'appeler un pain petit-déj. En fait, à l'intérieur de ce pain cocotte, on va retrouver tous les ingrédients d'un petit déjeuner de champion. C'est-à-dire qu'on va retrouver du jus d'orange, on va retrouver du yogourt et également un mélange granola, on va dire, avec des flocons d'avoine, avec des fruits secs, avec des noix, avec toutes sortes de belles choses à l'intérieur. Vous allez voir que c'est excessivement surprenant. Je lance la première étape et je vous raconte ce que je fais exactement. Donc là, vous voyez, c'est du jus d'orange. Donc tu peux faire ton jus d'orange fait maison, bien entendu, ou ça peut être du jus d'orange du commerce, peu importe. Donc là, j'ajoute mon jus d'orange, 300 g de jus d'orange à l'intérieur du bol. Je vais venir ajouter ma levure. Ici, je vais le faire, puis pendant que ce sera en préparation, je vais vous raconter. Vous voyez, j'attrape une cuillère comme ça, puis je mets ça à l'intérieur, puis je referme, je remets mon gobelet pour conserver la chaleur, la tiédeur à l'intérieur, puis je vais venir programmer 3 minutes à 37 degrés à faible vitesse. Alors, pour faire du pain, pour faire de la boulangerie, c'est évident que ça va prendre de la levure de boulanger. Donc, de la levure de boulanger, soit déshydratée comme ici, soit de la levure de boulanger frais. Il n'est pas question de mettre la même quantité de levure de boulanger déshydratée versus la levure de boulanger frais. On fait bien attention. La fraîche, elle est donc hydratée, on va dire, versus la déshydratée, donc elle est plus lourde en poids. Donc au niveau de la levure fraîche, si vous utilisez ça, notamment en Europe, vous mettrez 20 g de levure fraîche de boulanger dans cette recette en suivant les mêmes étapes. De ce côté-là, la levure déshydratée, une cuillère à thé. Alors, en réalité, on dit que c'est environ un bon 10 grammes par 500 g de farine ou une cuillère à thé pour 500 g de farine. Mais voyez, vous plongez votre cuillère dans le pot, puis vous mettez, puis ça va bien aller comme ça. À l'inverse de ce qu'on peut penser, mettre plus de levure dans une recette ne donnera pas un pain plus dégagé, plus développé, pas du tout. Il faut vraiment rester dans la mesure standard, environ donc une cuillère à thé ou 20 g si c'est de la fraîche au niveau de notre levure. La levure, ça se range au réfrigérateur parce que ça réagit aux modifications de température. Je parle même de la sèche, de la déshydratée, la fraîche évidemment. Mais au niveau de la déshydratée, ça se range au réfrigérateur. Ça vous permettra de garder ça presque éternellement. Ça peut aussi se congeler si on le souhaite, mais à ce moment-là, on la passe au frigo. Si vous utilisez de la levure fraîche que vous rangez au congélateur, justement parce que vous en achetez une série, puis après, vous allez surtout pas décongeler votre levure fraîche. Vous allez mettre votre morceau de levure fraîche congelée directement à l'intérieur du bol, puis vous allez l'activer dans votre liquide à 37 degrés pendant quelques minutes. Venons-en donc à notre programmation. Ici, j'ai mis mon liquide, puis j'ai mis 3 minutes à 37 degrés avec ma levure. Parce que la levure, surtout la déshydratée, la fraîche un peu moins, mais surtout la déshydratée, eh bien, elle est endormie finalement. Donc, on veut la réactiver, on veut la rendre super efficace. Donc, pour ce faire, on la met dans notre liquide et on va chercher le 37 degrés pour venir donc la réveiller correctement. On fait attention parce que la levure, qu'elle soit fraîche ou déshydratée, elle réagit aux modifications de température. On vient de le voir, ça se range au réfrigérateur. Mais attention, ça meurt très facilement si le liquide est trop chaud. Donc c'est vraiment 37 degrés la température idéale de réveil. C'est pour ça qu'avant d'avoir notre cher ami, quand on essayait de faire du pain, ça fonctionnait pas à tous les coups. C'est parce que la réussite de ton pain, ça part tout de là.
Tout le restant, finalement, c'est du bonus. Mais si ici, au départ, c'est pas mis correctement ou réveillé correctement, alors tout le reste ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que selon les marques de levure, on te dit dans un pot avec de l'eau à 50 degrés, de l'eau à 40 degrés, de l'eau à ceci, de l'eau à cela. Et finalement, tu fais ça à l'eau tiède du robinet. Tu sais, tu mets ton doigt ou ton coude pour voir si c'est la bonne température. Mais très souvent, tu es soit trop chaud, soit pas assez chaud. Donc pas assez chaud, pas assez réveillé, pas assez active. Trop chaud, tu risques de tuer ta levure dès le début de ta recette. Ici, je viens de voir passer une question sur la vitesse 2. Non, je suis en mijotage, on s'en fout. En fait, on veut juste faire tiédir notre liquide. Ça va? Bon, je vous ai déjà donné beaucoup d'informations sur la levure et l'activation là dans ces étapes-là. Vous savez qu'on a un cours de boulangerie à disposition si jamais sur fanelli.com qui dure presque 2 heures où là je vous raconte encore plus d'affaires sur la levure et l'activation. Ce que je veux revenir ici, c'est sur ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on a mis notre liquide et notre levure, mais le liquide, c'était pas n'importe quel liquide. On a mis du jus d'orange. Vous voyez pas exactement là, mais vous l'avez vu tantôt. C'est du jus d'orange que j'ai mis parce qu'on fait un pain petit-déj. Je vais remettre les étapes de farine suivantes, puis je vais vous raconter, on va parler du liquide à la base. Donc là, 300 g de liquide, ici du jus d'orange avec ma cuillère à thé de levure. Je viens rajouter maintenant 500 g de farine. Vous savez que tout est pré-pesé pour gagner du temps, mais sinon, vous appuyez sur la balance. Vous faites attention quand vous pesez, c'est important de peser par cuillère, cuillère, cuillère. Si tu saupoudres, tu risques d'avoir un décalage au niveau de ta balance. Comme ceci. Ensuite, on rajoute du sel. Même si c'est un pain déjeuner, un pain sucré de par le sucre dans le jus d'orange, je rajoute ma cuillère à thé de sel. Le sel a un double effet dans le pain. D'abord, ça donne un bon goût. Même si c'est sucré, ça va être un exhausteur de goût. Mais également, le sel intervient dans la coloration de la croûte et le croustillant de ta croûte. Ici, on s'en va pour pétrir. On va pétrir environ 4 minutes. Donc, on va chercher notre pétrin. On sélectionne nos 4 minutes. Et c'est parti. Comme ceci, comme ceci. Quand on pétrit, tu n'es pas obligé de mettre le gobelet. Même je recommande de ne pas le mettre. Tu peux. Mais en fait, l'action de pétrir, c'est... Quand tu pétris, même sur ton comptoir dans ton ancienne vie, l'action de pétrir, c'est incorporer de l'air dans une préparation. On est d'accord? C'est ça qu'on veut faire. Activer le gluten présent dans la farine, mais également faire entrer de l'air. Si tu as mis ton gobelet, eh bien, à un moment donné, tu n'auras pas assez d'air à l'intérieur pour venir avoir un beau développement. Donc, pas de gobelet quand on pétrit. Également, comme on a activé à 37 degrés précédemment, puis que on est en train de pétrir, le bol est comme légèrement tiède, d'accord? Donc, si tu laisses ton gobelet, tu vas comme te créer de la condensation toi-même. Tout ça, ça ne fera pas rater ton pain. Si tu oublies de mettre ton gobelet, continue, ça va aller. Par contre, ce qui risque d'arriver si tu as laissé le gobelet, c'est que quand tu vas sortir ta pâte, tu vas la trouver collante. Donc, moins agréable à travailler. C'est parce que tu as fabriqué toi-même de la condensation. Ici, donc, pour revenir, quelqu'un demande où est-ce qu'on trouve les ingrédients. Tout est disponible sur www.fanelli.com dès la fin de ce live-là. Puis, dès que j'ai terminé, dans la vidéo, je vous mettrai le lien pour trouver la recette directement. Ça va? Bon. Alors, on reprend. Faire du pain, c'est un liquide, une pâte levée en fait. C'est un liquide, de la levure, de la farine et du sel. Ça, c'est la base. On est d'accord? Oui? On sait que quand on fait du pain avec uniquement de l'eau, au départ dans notre liquide, c'est ce qu'on appelle vraiment du pain. Du pain croustillant, croquant, c'est ça. Quand tu commences à mettre du lait dans ton liquide, au lieu de mettre de l'eau, alors c'est que tu es plutôt en train de faire comme une brioche. T'es d'accord? Donc on comprend que si on met du lait, de l'eau, c'est croustillant, et si on met du lait, c'est plus moelleux. Certaines recettes, comme le pain de ménage ou le pain de mie, ont à peu près moitié eau et moitié lait. Donc là, ça fait des pains croustilles-moelleux. Donc ça veut dire que tu peux t'amuser dans tes quantités de liquide. Si tu as une recette que tu fais tout le temps, qui prend toujours de l'eau, pourquoi pas t'amuser à mettre moitié eau, moitié lait, ou à 2 tiers, 1 tiers. Partant de là, qu'est-ce qui empêche de s'amuser à essayer de faire des pains avec un autre liquide au départ? Pourquoi pas? C'est pour ça que je suis partie là avec l'idée d'avoir un petit déjeuner complet à l'intérieur du pain. Et donc, on a commencé avec 300 g de jus d'orange au lieu de l'eau. Puis ça fonctionne très bien. Vous allez voir qu'on va avoir un super pain qui va avoir un léger goût. Ça sent super bon quand ça pétrit. Là, c'est tout léger, le petit goût de orange à l'intérieur. On va avoir une mie qui est un peu orangée, évidemment, à la fin. Puis ça fait une différence. Puis c'est rigolo. Oh, mais dis donc, en plus, pour le coup, j'ai tellement parti dans mes explications que j'ai oublié un ingrédient. Tant pis, je vais l'ajouter maintenant. Tant pis, c'est pas terrible, ça va me faire de la patouille. Je pense que je vais regretter mon action, mais c'est pas grave. Comme j'étais partie dans l'idée du petit déjeuner complet, quand on prend un pain de petit déjeuner, qu'est-ce qu'il nous faut? Des fruits, de la vitamine C, des noix, des céréales, puis des laitages éventuellement, du yogourt. Donc normalement, j'aurais dû
lorsque j'ai mis le sel et la farine, ajouter mes 50 grammes de yogourt grec ou fromage blanc. J'aurais pu continuer la recette sans le mettre, là, mais ça vous aurait perturbé. Là. Donc attention, j'aurais dû le mettre avant. Donc là, clairement, c'est une très mauvaise idée, hein, parce qu'évidemment que là, c'est un liquide que j'incorpore après. C'est pas très grave, mais probablement que je devrais repousser un peu mon pétrissage, parce que c'était déjà bien avancé. Mais c'est pas grave. Donc on récapitule, dans notre pain déjeuner, 300 grammes de jus d'orange, une cuillère à thé de levure. On met à tiédir tout ça 3 minutes à 37 degrés. Puis ensuite, on rajoute nos 500 grammes de farine, la cuillère à thé de sel, qui est un exhausteur du goût et qui va faire croustiller ma pâte. Puis normalement, 50 grammes de yogourt grec ou de fromage blanc ou de yogourt nature. Puis on lance notre pétrissage pendant environ 4 minutes. Au bout du temps de pétrissage, on va venir rajouter nos autres ingrédients. Ça, quand tu fais du pain et que tu rajoutes des gens comme des olives ou comme du fromage, c'est toujours à la fin qu'il faut le mettre, pas au début du pétrissage. En fait, tu peux le mettre au début, mais si tu le mets au début du pétrissage, tous tes morceaux vont être hachés. Parce que lorsqu'on pétrit, c'est dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Donc la lame qui coupe, la lame qui coupe pas, la lame qui coupe, la lame qui coupe pas. Donc ici, une fois qu'on aura terminé notre pétrissage, on va venir ajouter nos ingrédients. Nos ingrédients, quels sont-ils? Tu peux t'amuser là-dedans, tu n'es pas obligé de mettre exactement la même chose que moi. Moi, c'est vraiment l'idée du pain déjeuner. Donc dans un pain déjeuner et dans un granola ou un muesli, on a des flocons d'avoine. D'accord? On va venir les ajouter directement. Bon, regardez, c'est pas pire, hein? Comme quoi, il faut faire confiance, regarde. Pas mal, non? Donc, ici, c'est là, c'est le temps. On rajoute nos ingrédients bonus. Donc, nos flocons d'avoine. Vous paniquez pas? Bon, ça va, moi non plus, je panique pas, vous voyez, ça va bien. Ensuite, dans mon muesli, j'ai hésité de mettre des graines. Donc ici, graines de tournesol et graines de citrouille. Encore une fois, tu mets ce que tu veux. Faut que tu te gères un peu au niveau des quantités. Quelqu'un me dit, peut-on mettre un yogourt grec avec des fruits? Ben pourquoi pas? Rendu là, oui, pourquoi pas? Ça donnerait un léger goût. Si tu mets quelque chose comme fraise, par exemple, ça risque de goûter un peu la fraise. Ensuite, dans mon granola, pour être plein d'énergie et de protéines hein, dans tout ça, finalement, ici des amandes et des noisettes. Enfin, j'ai décidé, moi, de faire un granola un peu plus santé, donc avec des fruits secs. On pourrait faire la même affaire avec des pépites de chocolat ou des flocons de coco, par exemple. Donc, je mets des abricots secs, je mets des canneberges et des raisins secs. Ça va? Allez, on referme. Et là, cette fois-ci, je mets le gobelet parce que sinon, je vais me prendre un retour de raisins secs dans la figure. On va juste pétrir une trentaine de secondes. C'est pas grave, c'est en finition, là. C'est pas très grave. Donc, évidemment, ça fait du bruit. Évidemment que certains des morceaux vont être un peu hachés, mais pas tant parce que c'est en finition. Vous remarquerez de toute façon, quand je vais venir le verser dans mon bol, pour venir le mettre à pousser, que tous les ingrédients ne seront pas incorporés. Mais c'est pas grave, on va les incorporer au moment du dégagement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est en train de faire un pain cocotte. Je vais vous expliquer la méthode pain cocotte, un pain petit-déj. Je vous donne quelques informations concernant la boulangerie quand même. Mais vous avez le cours boulangerie qui est disponible sur fanelli.com avec toutes sortes d'explications. 5 belles recettes de base de pain dans ce cours-là. Alors ici, on prépare notre bol. Pour venir à l'étape d'après, vous savez qu'on a activé notre levure, on l'a réveillée, on est d'accord, avec notre 3 minutes à 37 degrés. On a activé le gluten présent dans la farine lorsqu'on a pétri. Maintenant, il faut laisser le temps à notre levure de faire son travail, c'est-à-dire de fermenter, de créer un dégagement gazeux, puis de faire pousser notre pâte. Alors ici, regardez voir ce que ça donne comme c'est beau. On en mangerait presque directement dans le bol. Encore une fois, vous allez voir, quand je vais verser, on va entendre que tout le monde n'est pas incorporé, mais c'est normal. Donc là, je retourne mon bol, j'active mon kiki de dessous. Vous voyez qu'il n'y a plus rien comme ceci. Encore une fois, je vous répète, vous voyez, tout n'est pas incorporé. Il y a des gens qui se promènent au fond de mon bol. C'est correct. Donc, ici, on l'a dit, pour que notre levure fasse son travail, il faut venir lui laisser le temps de faire sa pousse, son dégagement gazeux. L'important, c'est que ta préparation soit à l'abri. Je vais enlever ça, je vais finir par le renverser. L'important, c'est que ta préparation doit être à l'abri des modifications de température et des courants d'air. Moi, je vous donne ma version, mais vous faites bien comme vous voulez. Mais par exemple, parfois, il y a des gens qui mettent leurs pâtes sur le radiateur ou le calorifère. Il y en a qui les mettent en plein soleil. Il y en a qui les mettent... À mon sens, c'est pas une bonne idée parce que tu vas accélérer la pousse un peu trop vite. Puis quand tu risques de revenir dans ta cuisine, la température va retomber soudainement et ta pâte risque de retomber. Donc non, moi je pense qu'il faut la laisser bien tranquille. Soit comme ceci dans un bol avec un couvercle sur le bord du comptoir. Soit on peut aussi prendre son bol et mettre ça dans le micro-ondes sans protection, refermer la porte sans allumer ni rien.
Le micro-ondes, c'est hermétique, hein, donc c'est confiné. La pâte est tiède parce qu'elle a été travaillée. Donc elle va se développer elle-même dans sa propre moiteur, dans sa propre chaleur. Mais vous pouvez aussi laisser sur le bord du comptoir. Il y en a qui mettent dans le four. Faites comme vous voulez, ça m'est égal, comme vous avez l'habitude de faire. Mais rappelez-vous, pas de mouvement brusque et pas de modification de température. Au niveau du temps de pousse, on va aller sur 1 heure, 1 heure et demie maximum. Ça sert à rien de mettre à pousser ça une vie, parce que tu risques, la levure, elle a un temps de vie en fait. Elle dort, tu la réveilles, elle fait son travail de fermentation une première fois, on va dégazer, donc on la met à plat, elle refait son deuxième travail de fermentation, elle rentre dans le four, elle finit son travail de fermentation. Mais si tu laisses ça beaucoup trop longtemps à chaque étape, rendu à la fin de la fin, elle a plus d'énergie pour pousser, puis tu te retrouves avec un pain qui finalement est plat alors que tu voulais faire l'inverse. Bref, donc notre pâte est mise à pousser. Je vois différentes questions en travers. Je vous rappelle que la recette en intégralité sera disponible sur fanelli.com une fois qu'on a terminé. Je vous rappelle que ce que j'ai mis à l'intérieur, tout ce qui est abricots, raisins, canneberge, c'est à vous de vous amuser et de varier. J'ai vu passer en diagonale figues séchées, j'ai vu passer dattes, j'ai vu passer noix de pécan, chocolat, vous mettez ce que vous voulez. Attention au niveau des quantités. Dans ce pain-là, il y a déjà une grosse quantité d'ingrédients ajoutés. Normalement, on n'en met pas tant. Parce que au plus tu mets d'ingrédients ajoutés, au plus tu mets du poids dans ta pâte. Et du coup, au plus ta pâte, quand elle essaye de pousser, c'est difficile. La levure, elle pousse tant qu'elle peut, mais s'il y a plein de gens à l'intérieur, c'est lourd et ça fait un développement un peu moins impressionnant. Donc, sois gourmande, mais essaye de te contenir et de pas trop exagérer non plus dans ce que tu mets. Ça va tout le monde? Bon. De toute façon, je sais que ça va vite. Je vous rappelle que, évidemment, ces lives-là sont disponibles en replay, en différé, autant de fois que vous voulez sur Facebook et sur fanelli.com. Donc évidemment, j'ai fait un tour de magie parce que sinon, on ne se rendait pas. C'est le même bol, mais à l'intérieur, c'est la pâte qui a poussé. Je l'ai préparée il y a 1h15 environ. Donc vous voyez, c'est pas l'arnaque, hein, c'est exactement la même, sauf qu'on voit qu'elle a développé. Ça va? Donc là, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez. Ce qu'on veut faire, c'est obtenir une boule, une miche de pain. Et on veut dégazer notre pain en même temps. En fait, en dégazant mon pain, je vais venir intégrer les morceaux qui éventuellement ne l'étaient pas complètement. L'autre chose qui est important, ici je vois marqué plein de questions concernant les farines. Vous avez une tonne de réponses sur le cours boulangerie. Mais vous pouvez effectivement vous amuser à faire vos variantes. Attention, au plus vous vous éloignez de la farine blanche 100%, au plus vous éloignez du gluten 100%. Et donc au plus vous avez des chances d'avoir un pain un peu plus dense. Ça ne veut pas dire mauvais, mais un peu plus dense. Il faut juste le savoir. Ok, donc ce que je veux, c'est dégazer mon pain, incorporer mes amis qui sont sur le bord et former une boule. Quand vous faites un pain avec des gens dedans, comme ici des raisins, nanana, mais c'est pas être aussi avec des pépites de chocolat ou des morceaux de fromage, dans la mesure du possible, quand tu façonnes ta boule, il faut essayer que tous tes amis, tous les gens qui sont dans le pain, soient à l'intérieur plus qu'en extérieur. Parce que forcément, un pain, ça va cuire pratiquement à 500 degrés Fahrenheit, 260 degrés Celsius, 450 Fahrenheit, bref, dans ces temps-là, je vous reviendrai sur la température exacte, mais très chaud. Et donc, si tu as des gens sur l'extérieur de ton pain, ils vont brûler plus rapidement. C'est pas très grave, mais si tu en as trop, ça risque de sentir le brûler, puis tu vas être inquiète de savoir ce qui se passe. Donc, je répète, je vais dégazer. Donc là, ça c'est important, hein, il faut toujours tout écraser, vous voyez. J'écrase fortement et je fais en sorte, en écrasant, d'aller chercher mes amis qui se promènent au fond du bol. Il y a plein de gens qui font des bonhommes pas contents, là. Je sais pas pourquoi, c'est quoi le problème là? Moi j'aime pas ça, les gens pas contents, tout a l'air d'aller bien, non? Ici donc j'ai dégazé au maximum, j'ai écrasé tout ça. Puis maintenant, je vais venir, vous voyez, rentrer ma pâte comme ça, vous entendez? Au fond il y a des gens qui se promènent, mais en faisant ça et en twistant comme ça vers l'intérieur, eh bien j'essaye le plus possible de les récupérer et de les rentrer à l'intérieur de ma boule, comprenez-vous? Donc il en restera probablement quelques-uns au fond de mon bol, mais dans la mesure du possible, je viens récupérer tout ce que je peux. Vous voyez? Maintenant, donc là, dessous, c'est pas beau, là, tu sais, c'est comme... Je m'applique à venir, donc là, il en reste quelques-uns, mais tant pis. Je m'applique à venir essayer de façonner ma boule. Alors, je tire pas trop sur le dessus, parce que sinon, je vais finir par la déchirer, puis tomber sur les gens qui sont à l'intérieur, c'est pas ça qu'on veut, d'accord? Donc là, tu as une boule. Souvent, toi, quand tu mets ta boule de pain à cuire, tu la laisses comme ça. Puis là, tu te dis, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça pousse de ce, tu sais, ça fait un pain tout difforme. C'est parce que avant de le mettre à cuire, faut pas hésiter à venir légèrement l'écraser avec amour, comme ça, pour lui dire de pousser partout dans ce sens-là, plutôt que de faire la grosse affaire sur le dessus. Ça va? Donc là, on l'écrase grossièrement comme ceci, puis on va s'en aller pour le mettre à cuire. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est un pain petit-déj, mais c'est un pain cocotte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu prennes le contenant de ton choix, la cocotte de ton choix, mais qu'il faut qu'il y ait
un format assez grand, on va revenir sur les formats, et un couvercle. C'est important que ce soit hermétique. Mais ça peut être une cocotte en pyrex, ça peut être une cocotte le creuset, ça peut être un tagine, ça peut être ce que tu veux. Ça peut être en Alsace, là il y a les cocottes pour faire les poulets, là en terre cuite, c'est super ça aussi. On s'en fout, ce qu'on veut c'est que ça ait quand même un format intéressant. Ici celle-là elle fait 33 cm par 23 ou 13 par 9 pouces. Ça c'est une bonne taille pour un 500 g de farine. Mais ça peut être rond éventuellement, d'accord? Ici vous constatez que j'ai mis au fond un papier parchemin pour éviter que ça accroche. On peut mettre de la farine, mais moi je trouve que ça brûle et ça donne un goût. On peut huiler, mais pareil, je trouve que ça donne un goût de friture, c'est pas ça que je veux. Au niveau du papier parchemin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déchiré ma feuille de papier parchemin, j'ai fait une boule, je suis allée sous le robinet, je l'ai travaillé, essoré. Puis vous voyez, du coup, ça fait comme une coque, elle a comme pris la forme de mon plat au lieu que ça soit toujours en train de glisser. Est-ce que ça va? Bon. Pour ce qui est des affaires de pouces, je vous envoie vers le cours boulangerie pour les pouces longues et différées, vous verrez ça. Ici, j'attrape donc mon pain bien joli et bien aplati. Je viens le placer ici, à l'intérieur de ma cocotte, d'accord? Ensuite, on peut venir faire l'arnaque du boulanger, qui est de venir légèrement fariner son pain. J'appelle ça l'arnaque parce que c'est la touche finale qui fait que c'est joli. Est-ce que ça va? Ensuite, quand on fait n'importe quel pain, c'est très important de le grigner. Grigner son pain, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, sur les baguettes du boulanger, il y a des fentes comme ça. Tu penses que c'est pour faire joli? Ouais, ça fait joli, mais c'est pas juste ça. C'est que ta miche, ici, là, on l'a dit, on va faire une deuxième pousse, donc ça va développer. Puis dans le four, ça va continuer encore à développer. Si tu ne fais pas de grigne, donc de marque dans ton pain, alors ton pain risque d'ouvrir sur le côté et de déchirer. Le fait de grigner, ça lui indique l'endroit où il a le droit de pousser. Ça va? Donc pour grigner, il faut prendre une lame qui coupe le plus possible, une petite lame, et il faut un geste le plus rapide et avisé. Donc là, comme c'est la Saint-Valentin, on va essayer de s'amuser à venir façonner un cœur. Donc, il faut que ta lame soit à l'oblique et non droite, parce que ce que tu veux, c'est marquer ton pain, mais tu ne veux pas non plus trop le déchirer. Donc, je ne sais pas si vous apercevez, c'est difficile de le faire et de... Hop. Donc là, on vient faire un joli cœur sur le dessus. Ensuite, on referme immédiatement notre cocotte. Et une fois qu'on a fermé notre cocotte, on ne l'ouvrira plus jusqu'à la fin, une fois que le pain est sorti. Avant de me rendre là à mon histoire de cocotte, je finis avec mon affaire de grigne. La grigne, c'est souvent le point qui vous pose le plus de problèmes. Vous avez du mal avec le geste et vous avez du mal avec l'outil. Puis même moi, ça fait longtemps que je me cherche de quoi qui ait de l'allure et qui soit efficace. Et ben, ça s'en vient. Hein? Je ne peux pas vous en dire plus. J'aurais voulu ce matin, j'avais tout fait pour que ce soit aujourd'hui. Mais j'aime bien quand les choses sont toutes bien carrées, bien faites. C'est pas encore parfait. Mais je vous reviens rapidement avec quelque chose de vraiment excitant concernant la grigne. Puis je vous ferai même une petite vidéo exprès pour vous montrer comme il faut le geste correctement. Donc restez à l'affût, ça s'en vient. Revenons à la cuisson du pain cocotte. Pourquoi on a besoin d'avoir une cocotte avec un couvercle? C'est parce que ici, on le ferme dès qu'on a fini notre façonnage. Et comme n'importe quel pain, on va faire une deuxième pousse. La deuxième pousse va être d'à peu près entre 15 à 40 minutes maximum. Joue là-dedans, mais pas plus, parce que tu te rappelles, tic-tac, 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 ta levure, elle a une durée de vie. Donc, si éventuellement tu laisses trop, tu risques de te retrouver avec un pain tout plat. D'accord? Donc, entre 15 à 40 minutes de pousse dans ta cocotte, sans ouvrir, c'est très important. Il ne faut même pas que tu ouvres pour avoir la curiosité d'eux, parce que juste dedans, il se crée comme une humidité, et c'est ça qu'on veut. Une fois que ta deuxième pousse de 15 à 40 minutes a eu lieu, alors tu ouvres ton four. Et mon four est froid, je rentre mon bras dedans, là je ne me brûle pas. Dans ton four froid, c'est vraiment important. Tu prends ta cocotte et tu la mets à l'intérieur de ton four. Puis tu vas t'en aller pour programmer 450 degrés Fahrenheit, ce qui fait environ 230, je pense, degrés Celsius ou 240. Là j'avoue que j'ai oublié de vérifier. Mais 450 degrés Fahrenheit, 230 degrés Celsius. Et tu programmes, donc il est froid, on est d'accord? Et tu programmes 45 minutes. Ton timer, c'est important. Pourquoi on fait ça? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que la température du four va monter, à l'intérieur de ma cocotte, qu'est-ce qui va arriver? Mon pain va continuer à développer, ma levure va continuer à fermenter. En fermentant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va créer un dégagement gazeux. Ce dégagement gazeux va créer de l'humidité sur le couvercle de ma cocotte. Vous comprenez ça? Oui? Une fois que le four aura atteint, bam, la bonne température, c'est-à-dire 240 degrés Celsius ou 450 degrés Fahrenheit, alors, l'humidité qui est sur le couvercle va retomber sur mon pain cocotte et c'est ça qui va faire qu'on aura une magnifique croûte dorée. Donc, si on récapitule la cuisson du pain cocotte, c'est vraiment important d'avoir une cocotte qui ferme.
qui résistent à haute température. Attention aux poignées de certaines cocottes. C'est important que ta cocotte ait la bonne taille, parce que si elle est trop grande, mon histoire d'humidité, ça va pas se faire correctement. Si elle est trop petite, ton pain va être dense, tout simplement parce qu'il n'aura pas la place de se développer. D'accord ? C'est important de ne surtout pas ouvrir la cocotte jusqu'à la fin. Donc on programme, je répète, 45 minutes à 450 degrés Fahrenheit, 240 degrés Celsius. Parfois, il faut jouer à 2-3 minutes. Mais pitié, moi ça me le fait à chaque fois, ça me l'a encore fait ce matin. C'est certain qu'à un moment donné, ça se met à sentir le pain, ça sent bon. Là, tu es contente. Puis soudainement, ça commence à se mettre à sentir, pas le brûlé, mais la tartine du matin un peu oubliée. Tu comprends? Chaleur tournante, non, on s'en fout, on a une cocotte fermée. Donc, tournante ou pas tournante, ça n'a aucune importance. Donc, à un moment donné, ça commence à sentir très fort. Puis, tu as le goût d'aller voir. Mais si tu vas voir, tu risques d'échapper la vapeur dans ta cocotte. C'est pas ça qu'il faut, parce que c'est normal que ça sente. Pense aux petites graines qu'on a laissées traîner, au raisin sec qui est sur le dessus. C'est lui qui sent. Au-dessous de ton pain qui colore éventuellement un peu plus. Donc, c'est certain que ça va jouer selon les fours. Je vais récapituler une dernière fois. Si c'est 4-5 minutes avant la fin, alors tu peux aller voir si ça te stresse. Mais si tu le fais trop tôt, bah, tu risques de rater tes affaires. L'eau à l'intérieur du four, aucun intérêt. On la crée avec l'humidité qu'on fait nous-mêmes, puis c'est enfermé dans la cocotte. Donc, pas d'intérêt. Chaleur tournante ou pas, c'est toi qui vois, mais ça change absolument rien. C'est bon? Ok, donc, tada, le résultat, qu'est-ce que ça donne? Vous avez le goût de voir? Ici, vous vous rappelez, on est en mode Saint-Valentin. Je vous fais tout ça, toute cette boulangerie, parce que je ne sais pas trop comment c'est dans vos coins de pays, mais ici, on n'a toujours pas le droit de recevoir, on n'a toujours pas le droit de voir du monde. Donc, c'est certain que vous savez qu'au Canada, la fête de la Saint-Valentin, c'est pas juste pour les amoureux, c'est les gens qu'on aime en général. Donc, on peut pas aller offrir à son ami ou à sa maman ou à sa grand-mère. On peut pas marquer le coup. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire de la boulangerie cette semaine, parce que je pense que c'est important de pouvoir aller déposer ça, de faire des recettes qu'on peut déposer. Donc là, vous voyez un joli pain, tout simplement, très facile, emballé dans un linge, évidemment propre, neuf et propre, que la personne va garder également, avec donc de quoi nouer comme ceci, de quoi nouer comme ceci. Et là, regardez à l'intérieur ce qu'on a. Notre beau pain cocotte petit-déj avec notre joli cœur sur le dessus. Puis évidemment, j'imagine que vous avez envie d'aller voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc là, on y va. Alors, il est encore un peu tiède. On attend toujours que ce soit bien chaud pour découper, hein, c'est important. Et on va regarder à l'intérieur de quoi ça a l'air. Vous allez m'en donner des nouvelles. Donc, vous voyez, notre beau pain comme ça, déjeuner, avec des belles tranches qu'on va venir se couper comme ceci. Je vais vous montrer ça. Donc, vous entendez bien le crunchy, hein? C'est ça que fait le pain cocotte qui est vraiment wow. Donc là, vous voyez nos belles tranches avec notre belle mie. Il est encore un peu tiède, donc j'écrase un peu ma mie quand je coupe. Mais on a un beau pain bien réussi et bien croustillant. Est-ce que ça va tout le monde? Oui? Alors, si on résume, de toute façon, vous pouvez vous repasser cette vidéo plusieurs fois tant que vous voulez pour reprendre parce que je sais que je suis allée vite. Vous avez le cours boulangerie disponible sur fanelli.com où là, on va faire un pain brun ou un pain complet, un pain de mie, pain de ménage, on va faire une brioche, on va faire plein de choses en pain cocotte, des explications sur la levure, sur la farine, etc., etc. Ça va? Vous avez 45 jours pour le voir, pareil le cours, autant de fois que vous voulez. Et vous avez un livret recette qui s'en vient avec ça. La dernière chose que je voulais vous dire, les deux dernières choses, c'est que vous savez que cette fin de semaine, 13 et 14 février, on a un webinaire viennoiserie qui se prépare. Donc là, c'est cuisiner en direct des viennoiseries, 2 blocs de 2 heures, un bloc samedi, un bloc dimanche. Samedi, on prépare toute notre pâte et nos accessoires. Dimanche, on façonne une trentaine de viennoiseries différentes ensemble. Et on avait fait un concours. Si tu taguais la personne avec qui tu voulais participer, eh bien toi et ton ami, vous gagnez un accès au webinaire. Donc le tirage, je l'ai fait ce matin. Et donc je félicite Adeline Pivois qui va participer au webinaire gratuitement. Et son amie qui en profite, Sophie Rousseau. Donc Adeline Pivois et Sophie Rousseau, félicitations, vous serez avec nous samedi et dimanche pour le webinaire viennoiserie. Sur ce, jeudi, avec le club VIP, on continue avec nos affaires de boulangerie à emporter et à offrir. On va préparer une tresse briochée au chocolat. Pareil, on fait différence, pas juste une brioche qui sera complètement au chocolat, puis on va la tresser également. Sur ces belles paroles, je vous souhaite un joli mardi. Je vous dis pour certaines à jeudi, pour d'autres à samedi. Et enfin vous, la semaine prochaine, mardi, vendredi, c'est le Nouvel An chinois. Donc la semaine prochaine, on est en mode asiatique et on se lance dans les recettes plats complets tout en un. Vous verrez, ça va être pas mal Asie. Allez, salut tout le monde, bon après-midi!